Nigeria, Muhammadu Buhari remporte la présidentielle, un début de l'alternance démocratique depuis 55 ans. Son adversaire Goodluck appelle au calme et au respect des résultats. Nous irons en Turquie pour voir d'autres aspects de la visite du chef de l'État. Au dernier jour de son séjour, le président Alassane Ouattara a visité des sites touristiques, historiques et religieux d'Istanbul. Enfin, la Palestine devient membre de la CPI et veut juger les dirigeants israéliens. Bonjour. Bonjour à tous. Nous avons une invitée dans ce journal pour parler du Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan qui s'ouvre vendredi. Mais avant, disons que c'est le changement au Nigeria. Muhammadu Buhari, nouveau président, il a remporté la présidentielle avec 53,9% des voix. Sur les images d'AFP, le commentaire de Sylvie Touré. Les Nigérians ont voté pour l'alternance. Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle. Il est arrivé en tête du scrutin dans 21 des 36 États que compte le pays, dévançant ainsi son principal adversaire de 2 750 000 voix. Goodluck Jonathan a reconnu sa défaite. Il a appelé ses partisans au calme, un acte salué par le nouveau président. À exactement 17h15 hier soir, le président Goodluck Jonathan m'a appelé pour me féliciter de ma victoire. Pour cela, je veux que tous les Nigérians se joignent à moi pour féliciter et apprécier les qualités d'homme d'État de Monsieur le Président. Le résultat, tel que proclamé, reflète la volonté du peuple, a ajouté Buhari. L'ancien général se réjouit que son pays se soit inscrit sur la voie de l'alternance politique par les urnes. Je remercie tous les Nigérians qui ont rendu ce jour possible. Notre pays a maintenant rejoint la communauté des nations qui ont utilisé l'urne de vote pour changer pacifiquement de président à travers des élections libres et justes. C'est historique. Dans les rues du Nigeria, la fête se poursuit. De Kano au nord à Abuja, les partisans de Muhammadu Buhari célèbrent la victoire de l'APC, le Congrès progressiste et de ses alliés. Tous comptent sur le savoir-faire de l'ancien militaire pour chasser Boko Haram et mettre fin à la corruption au Nigeria. Et vous l'avez vu, l'ancien général est arrivé en tête dans 21 États contre 15 pour son principal adversaire, Goodluck Jonathan. Buhari a donc été proclamé vainqueur du scrutin du samedi dernier. Sa victoire est célébrée par des milliers de Nigérians, liesse populaire dans les rues du Nigeria. Retour à présent sur le parcours de celui qui aura désormais les rênes du plus peuplé des pays d'Afrique entre les mains durant 4 ans, Muhammadu Buhari, et c'est avec Léon Brou. Muhammadu Buhari, enfin président de la République fédérale du Nigeria. Cet ancien général de 72 ans est vainqueur de l'élection présidentielle des 28 et 29 mars 2015. Une victoire, fruit de la persévérance de cet ancien putschiste qui a dirigé le Nigeria de 1983 à 1985. Musulman du Nord, Buhari a été 3 fois de suite candidat malheureux au scrutin présidentiel 2003, 2007 et 2011. Aujourd'hui président de la République, il devra en 4 ans relever des défis majeurs pour redorer l'image du Nigeria. La lutte contre Boko Haram, l'insécurité, la corruption. La lutte contre la corruption qui a d'ailleurs été le principal argument de campagne de Muhammadu Buhari. Et dans notre édition de 20h, décryptage de cette présidentielle marquée par la victoire de Buhari avec le service politique. En attendant, revenons sur d'autres aspects du séjour du chef de l'État en Turquie. Le président de la République et toute sa délégation ont été invités à visiter des sites touristiques, historiques et religieux d'Istanbul. Visite guidée avec Abiba Dambélé, salué notre envoyé spécial. La mosquée bleue fait partie des monuments religieux les plus visités d'Istanbul, appelée aussi Sultanahmet Camii. Elle est l'une des mosquées historiques de cette mégalopole, qui s'est dotée de 565 mosquées.
Elle fut construite entre 1609 et 1616 sous le règne du sultan Ahmed Ier. C'était le point de départ des caravanes de pèlerins vers la Mecque et la mosquée bleue a reçu le privilège de présenter 6 minarets, fait unique au monde, car seule la mosquée sacrée de la Mecque dispose de 7 minarets, la Mecque étant le seul endroit où il doit y avoir le plus grand nombre de minarets. L'intérieur de la mosquée, qui encadre une cour de 64 x 72 mètres, est éclairé par 260 fenêtres. Ce sont ces nombreuses faïences de couleur bleue, verte et blanche qui lui ont valu le nom de mosquée bleue. Le président de la République, encore sous le charme de ce lieu religieux chargé d'histoire, a été conduit au musée Sainte-Sophie, qui a une histoire. Elle date du VIe siècle. Considéré comme la 8e merveille du monde, le musée Sainte-Sophie a servi tour à tour de basilique pendant 916 années et de mosquée pendant 482 ans. En 1935, elle est devenue finalement un musée par ordre d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Cette ancienne église est aussi appelée Hagia Sophia, qui signifie Sainte Sagesse. La construction, célèbre pour ses mosaïques à fond d'or, est couverte d'une coupole à 40 côtés, avec une hauteur de 55,6 mètres. Le bâtiment est soutenu par 107 colonnes, dont 40 se trouvent en bas et 67 à l'étage supérieur. Dans le livre d'or du musée Sainte-Sophie, le président de la République a écrit ceci: que ces édifices sont magnifiques et ils symbolisent la convergence de 2 religions majeures. C'est un symbole du vivre ensemble. Nous sommes reconnaissants pour l'hospitalité du peuple turc et nous lui adressons nos sentiments fraternels. Le musée Sainte-Sophie a été visité par le pape François en novembre 2014. Après une petite collation sur la place publique au milieu des visiteurs du musée, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique se sont rendus au palais Topkapi, qui a été la résidence officielle du sultan ottoman. Il est construit sur l'emplacement de l'acropole de l'antique Byzance. Ce palais domine la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara. Le nom Topkapi, Sarayé, signifie le palais de la porte des canons. Sa construction a commencé en 1461 sous le sultan Mehmed II. À l'intérieur du palais, des symboles religieux forts, l'empreinte du prophète Mahomet, le masque de la Kaaba, la porte d'entrée de la Kaaba. Émerveillé par cette visite, le président de la République a immortalisé son passage au palais Topkapi grâce à ces quelques lignes gravées dans le livre d'or. Nous avons été heureux de visiter le magnifique palais chargé d'histoire et de culture. Nous en garderons un très grand souvenir avec tous nos remerciements pour cette belle opportunité. La visite a pris fin avec une mini-croisière sur le Bosphore, sur le yacht baptisé The Prime Time, où un déjeuner a été servi à toute la délégation présidentielle. Le Bosphore est le détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara et marque la limite entre les continents asiatiques et européens. Il est long de 42 km. Pendant 3 jours, nous avons eu un excellent séjour en Turquie, à commencer par la visite officielle à Ankara jeudi et vendredi, et évidemment la rencontre avec les hommes d'affaires. J'ai eu l'occasion de parler de ces grands événements et aujourd'hui cela a été une journée touristique. Nous avons pu visiter la mosquée bleue, la cathédrale Sainte-Sophie et bien sûr le musée Topkapi. C'était des moments importants chargés d'histoire, de culture, et enfin nous venons de faire une croisière sur le Bosphore, magnifique. Je voudrais remercier les hommes d'affaires turcs qui ont organisé cette croisière. Cela nous a donné l'occasion d'échanger et beaucoup d'entre eux comptent venir bientôt à Abidjan pour entreprendre la réalisation des différents projets dans des secteurs tels que la construction, des logements sociaux, le transport fluvial et d'autres projets. Je viens de faire cette croisière en compagnie donc de toute la délégation, de mon époux d'abord bien sûr. J'ai été fortement impressionnée par la Turquie qui est extrêmement développée, les gens sont sympathiques, c'est un pays propre, chaleureux et accueillant. Et je crois que je reviendrai.
Istanbul est la plus grande ville de Turquie, avec ses 16 millions d'habitants. Et cette ville historique est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les groupes religieux sont représentés dans cette métropole, ce qui fait de la Turquie un pays tolérant, accueillant et ouvert, où le vivre ensemble est une réalité. Ici à Abidjan, la coalition ADO Mon Choix pour 5 ans a organisé une conférence publique sur le thème « Quelle politique budgétaire pour la réalisation de l'ambitieux programme du président Alassane Ouattara ?» Conférence animée par le ministre chargé du budget Abdourahmane Cissé. Le point avec Jean-Luc Gbangbo. La Côte d'Ivoire ne compte pas exclusivement sur l'étranger pour financer ses besoins d'investissement. C'est le message qu'a traduit le ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé, aux membres de la coalition ADO Mon Choix pour 5 ans, coalition AMCP5. La deuxième assemblée générale élective de cette organisation s'est muée en véritable cours magistral au cours duquel le ministre a décliné les grandes articulations du budget de l'État. Le budget de l'État n'est juste que la traduction de la politique économique et sociale du chef de l'État et du gouvernement. Et ce budget se définit en 3 axes. Le premier, c'est les ressources, donc il faut mobiliser les ressources. Le deuxième, c'est impulser l'activité économique, que ce soit au niveau des PME, comme au niveau des grands groupes, de sorte à ce que le secteur privé puisse effectivement jouer son rôle. Et le troisième, c'est, une fois que nous avons mobilisé les ressources, effectivement faire les dépenses nécessaires pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour la coalition AMCP5 qui s'est donné pour mission de contribuer à la mise en œuvre du programme du président de la République, le choix de ce thème n'est pas fortuit. On a choisi ce thème de sorte à ce que nos camarades, nos militants soient vraiment édifiés, soient informés sur le processus budgétaire que le président Alassane Ouattara mettra en œuvre pour pouvoir atteindre sa vision d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Au cours de cette même assemblée générale, une autre conférence a été animée par le directeur général adjoint de la Poste, Isaac Nyambayao, sur l'apport des réseaux sociaux dans la réélection du président Ouattara. Le gouvernement veut mettre fin au désordre qui règne dans la délivrance des passeports diplomatiques et de services. Déjà, il en retire plus de 52 000 pour crédibiliser son image à l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères l'a annoncé hier. Le compte-rendu de Marie-Laure Magnessé et Gabriel Zani. Les passeports diplomatiques et les passeports de services non biométriques ne sont plus valables en Côte d'Ivoire depuis le 15 mars 2015. Seuls les passeports diplomatiques et de services biométriques à puce sont autorisés. En mai 2011, 74 000 passeports officiels de l'État de Côte d'Ivoire étaient en circulation, des passeports acquis en partie de manière frauduleuse. Une situation qui jette un discrédit sur le pays. Le président de la République a mis fin à la circulation des anciens passeports diplomatiques et de services non biométriques et définitivement nous sommes entrés dans l'ère de ces passeports biométriques à puce pour les passeports diplomatiques et de services avec pour objectif donc de permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver la crédibilité qu'elle a perdue. Entre 64 000 passeports, nous sommes aujourd'hui à environ 11 000 passeports. Cette disposition prise par l'État ivoirien produit déjà des bénéfices pour le pays. Certains pays déjà sont entrés en négociation avec nous pour pouvoir permettre aux bénéficiaires de ces passeports officiels d'avoir accès à leur territoire sans visa. Les passeports diplomatiques et de services peuvent être délivrés à différents titres. Ces passeports officiels peuvent être délivrés à titre normal, à titre de courtoisie et à titre exceptionnel. La 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire prévue le 20 avril prochain sera présidée par le chef de l'État. La conférence réunira 47 ambassadeurs ivoiriens pour évoquer l'orientation de la diplomatie. 2 milliards d'ovins dans plus de 70 pays sont menacés par la peste des petits ruminants, une maladie animale très contagieuse réapparue alors qu'elle était considérée comme éradiquée, ont affirmé des experts hier à Abidjan. Les experts appellent à une campagne de vaccination contre ce virus. Hervé Blé. La peste des petits ruminants, maladie très répandue, virulente et dévastatrice, a des impacts significatifs sur l'économie, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des éleveurs. Ce sont près de 2 milliards de petits ruminants qui sont menacés dans plus de 70 pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale OIE, en choisissant Abidjan pour conjointement organiser
La conférence internationale pour l'éradication et le contrôle de cette maladie animale marque leur volonté de la voir disparaître du monde. Nous avons tous les outils pour y arriver. Il nous manque seulement une volonté politique commune de toutes les régions et pays infectés en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Il nous manque des ressources pour appuyer les pays infectés les plus défavorisés. Et il nous manque une coordination mondiale, régionale et nationale. La conférence d'Abidjan va proposer une stratégie mondiale. Une fois adoptée par consensus, des mécanismes pour sa mise en œuvre seront élaborés. Objectif pour tous, en finir avec la peste des petits ruminants d'ici à 2030. Objectif tenable pour le directeur général adjoint de la FAO avec l'engagement national et international. Une réunion de haut niveau sur l'engagement et l'appui est prévue à cet effet jeudi, 3e jour de cette conférence internationale d'Abidjan. Cet élément est une porte ouverte pour nous pour parler du Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan qui s'ouvre officiellement vendredi. Sur notre plateau, Madame Djenebou Kondé, elle est commissaire générale du Sahara. Bonjour Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame. Pourquoi un salon 16 ans après? Je voudrais d'abord vous remercier au nom du comité de pilotage pour l'organisation du Sahara de nous recevoir sur le plateau du journal télévisé de 13h de ce jour. Pourquoi un salon de l'agriculture après 16 ans? La dernière édition du salon de l'agriculture et des ressources animales a eu lieu en 1999. Et après cette date, nous sommes rentrés dans un cycle de crise. Et donc cela ne nous a pas permis de continuer l'organisation de ce salon qui devait se tenir chaque 2 ans. Et comme ce salon, c'est une plateforme que nous offrons à tous les acteurs pour avoir des échanges, des rencontres avec le monde agricole d'ici et d'ailleurs. Et c'est également une plateforme de promotion du secteur agricole. Le gouvernement a décidé de relancer cette plateforme-là, cet outil de communication dans le secteur agricole. Et justement, pour que ce salon soit une réussite totale, il y a des bœufs qui sont arrivés hier en provenance de la France. Leur arrivée ici avec Hervé Blé. Ces images ont été fixées au dernier salon de l'agriculture en France. Ces animaux, les visiteurs du Sahara 2015, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan pourront les découvrir. Ils sont à Abidjan et sont arrivés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par avion cargo. On a décidé cette opération-là grâce à monsieur le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Élevage au salon de l'agriculture à Paris, il y a 3 semaines seulement, et les animaux sont déjà là. Alors on a 11 bêtes aujourd'hui, 3 limousines, 3 charolaises et 5 montbéliardes. Pour réceptionner ces animaux, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobina Kwasi Adjoumani, avait à ses côtés la commissaire du Sahara 2015, Kondé Djenebou. Tous deux marquent leur satisfaction. Nous avons voulu vraiment un salon grand. Un salon grand et donc on fait les choses en grand. Ces animaux viennent de France directement pour que nos éleveurs puissent voir ce que les autres ont comme race chez eux. Monsieur le ministre de l'Agriculture et moi, nous avons promis aux Ivoiriens de faire venir des animaux de grande race et de bonne race aussi. C'était presque un rêve. Voilà qu'aujourd'hui, les animaux ont été aéroportés. Ces bœufs ne repartiront plus en France. Le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan va ouvrir ses portes dans 2 jours. Du vendredi 3 au dimanche 12 avril, l'occasion est donnée aux acteurs de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques de se rencontrer, d'échanger, de partager leurs expériences et savoir-faire. Madame, l'arrivée des bœufs en provenance de la France est du jamais vu dans l'histoire du Sahara. Votre commentaire? Comme vous l'avez vu dans le film tout à l'heure, nos responsables qui étaient au Salon de l'agriculture de Paris ont vu ces races-là, que nous n'avons pas chez nous. Ce sont des races à viande, ce sont des races à lait. Ce sont des animaux, les animaux que nous avons vus tout à l'heure ont 1 an d'âge. Et ces animaux pèsent déjà 400 kilos. Et donc, nos responsables ont jugé bon, puisqu'ils ne peuvent pas faire partie de nos éleveurs, là-bas, tous nos éleveurs, donc ils ont décidé de faire venir des échantillons de ces bêtes pour les montrer à nos agriculteurs, à nos éleveurs d'ici, pour dire qu'on peut faire d'autres types d'élevage que ce que nous avons. Voilà. Où aura lieu l'événement? Le Sahara aura lieu à mi-chemin entre le carrefour Akwaba et l'aéroport
d'Abidjan. C'est le site qui nous a été indiqué, c'est le site qui devrait être bâti pour le parc des expositions d'Abidjan. Donc nous avons bâti ce site avec des structures démontables. C'est sous ces structures démontables que nous avons construit les stands pour les expositions qui auront lieu pendant le salon. Quel est le thème retenu cette année? Le thème pour ce salon, c'est la promotion de l'investissement agricole durable. Pourquoi la promotion de l'investissement agricole durable? Madame, vous savez que nous avons traversé une longue crise. Et pendant toute cette décennie, et même plus, nous n'avons pas connu beaucoup d'investissements dans le secteur agricole. Et donc, aujourd'hui, nous avons mis en place un important programme d'investissement dans le secteur agricole qui est évalué à plus de 2000 milliards de francs CFA. Et pour nous, nous pensons que la seule façon de rendre l'investissement au niveau du secteur, c'est de faire intervenir le privé. Voilà la raison pourquoi nous avons choisi ce thème que nous allons débattre tout le long du salon et nous allons rechercher des investissements privés à hauteur de 60% pour ce programme-là. C'est la 3e édition. Quels en sont les enjeux donc? Les enjeux sont énormes. D'abord, c'est une plateforme de rencontre. Nous allons mettre nos éleveurs, nos agriculteurs en contact avec des participants d'ailleurs pour pouvoir échanger et nouer des relations de partenariat, des relations commerciales. Nous allons discuter au cours des différentes conférences et panels de l'investissement agricole durable et des défis que nous avons au niveau du secteur agricole. Et donc, un des enjeux pour nous, c'est de pouvoir proposer des solutions à ces défis dont nous allons parler. Nous allons également proposer les opportunités d'investissement que nous avons dans notre secteur. Et nous souhaitons qu'à la fin de notre salon, que nous puissions avoir des accords de financement pour ces opportunités d'investissement. Donc, c'est autant de défis, d'enjeux que nous avons pour cette 3e édition de notre salon. L'objectif visé n'est pas aussi de créer des emplois pour lutter contre le chômage? Absolument. Nous avons un important programme dans notre secteur qui a pour objectif global la relance durable du secteur agricole et la croissance durable du secteur agricole. Ça, c'est l'objectif global. Ce salon a un invité d'honneur. Oui. Le Maroc, pourquoi? Nous avons choisi le Maroc parce que d'abord, nous avons d'excellentes relations avec ce pays-là. Et ensuite, nous avons des similitudes dans les programmes que nous menons au niveau du secteur agricole. Et donc, nous avons également visité le salon qu'organise le Maroc. Et donc, nous avons noué un partenariat avec le Maroc pour nous accompagner dans la relance de notre salon. Voilà quelques raisons qui ont milité en faveur du choix du Royaume de Maroc comme pays à l'honneur. Merci, Madame, pour toutes ces informations. Rappelons que c'est dans 48 heures que le président va ouvrir officiellement la 3e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Et c'était déjà pour en parler que nous avons reçu dans ce 13 heures Madame Djenebou Kondé, commissaire générale du SARA. Toujours dans le domaine de l'agriculture, l'heure est au bilan à Niansué. Une société coopérative fait le point de la campagne agricole. Pour une production de plus de 9000 tonnes de café et de cacao, la coopérative a perçu la somme de plus de 8 milliards de francs CFA. Honorine Aingori. Le bilan de la société coopérative Yaoubé d'Aniansué, dans le département d'Abengourou, révèle un excédent financier de plus de 36 millions de francs CFA et un bénéfice net de plus de 24 millions de francs CFA. Ce résultat positif a été obtenu grâce aux efforts de 1164 membres de l'entreprise. Selon le directeur de cette entreprise agricole, ils ont produit en tout 9 422 tonnes de cacao et 321 tonnes de café. La vente de cette production a permis à cette coopérative de gagner la somme de 8 milliards 6 millions de francs CFA. Plus de la moitié de cette production commercialisée a été certifiée. La certification prend en compte le respect de la qualité du produit, l'environnement ainsi que la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le délégué régional du Conseil Café-Cacao, Évariste Hello, a prodigué des conseils d'usage aux dirigeants de cette entreprise agricole en vue d'améliorer sa gestion administrative et financière. Quant au président du conseil d'administration, Karim Sissé, il a saisi l'occasion pour exhorter les membres de sa structure à continuer à toujours bien travailler pour que cette coopérative soit comptée parmi les meilleures de la région.
Plus de 200 experts européens et africains sont à Yamoussoukro pour réfléchir sur le dimensionnement des chaussées. L'objectif est clair, permettre aux participants de partager leur expérience et proposer des pistes pour une meilleure durée de vie des chaussées en Afrique. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. Le problème de la durée de vie des chaussées en Côte d'Ivoire demeure une préoccupation pour les ingénieurs et les pouvoirs publics. Nombreuses sont les chaussées qui se dégradent au bout de 5 ans. Pour cerner les différentes problématiques liées à ce domaine et proposer des solutions idoines et durables, toutes les structures techniques en charge de la construction des routes ont initié un séminaire scientifique international sur le dimensionnement des chaussées. Selon les experts, le dimensionnement d'une chaussée est la détermination de la nature et l'épaisseur des couches qui la constituent, afin qu'elle puisse résister aux agressions multiples auxquelles elle sera soumise durant sa durée de vie. Le ministre a souhaité que nous puissions regarder avec tous les experts ivoiriens, mais aussi des experts du monde entier venant de l'Europe et de l'Afrique, quels sont les retours d'expérience dans ces pays-là, regarder au niveau de la conception ce qu'il faut améliorer, au niveau de la mise en œuvre, quels sont les matériaux de qualité qu'il faut utiliser, les entreprises performantes qu'il faut utiliser. Durant 2 jours, plus de 200 experts européens et africains vont proposer des pistes de solutions tenant compte de la disponibilité locale des matériaux constitutifs et des expériences acquises. On ne peut pas faire une route si on ne connaît pas les matériaux. Mais la seule entité qui peut permettre de connaître les matériaux, c'est le LBTP. Lorsqu'on réalise des travaux, pour savoir si les travaux ont été bien faits, évidemment, ce sont les résultats du LBTP. Les théories sont à peu près les mêmes, mais les matériaux qui servent à construire les routes ne sont pas les mêmes. Et les climats ne sont pas toujours les mêmes. Au sortir de ce séminaire, la Côte d'Ivoire va pouvoir mettre en place une équipe qui va établir des normes et des catalogues de dimensionnement des chaussées. 4 sous-thèmes vont meubler ces travaux. Ce séminaire vise également à proposer aux autorités compétentes la mise en place d'un comité technique dont la mission sera d'élaborer des guides spécifiques au cas des chaussées neuves, des élargissements et des renforcements pour la Côte d'Ivoire. Couverture maladie universelle. La ministre de la Communication enrôlée, Afoussiata Bamba Lamine, invite les populations à en faire de même. C'est une opération gratuite. Ben Touré et Hamza Djabi. Enregistrement d'empreintes digitales, prise d'une photo d'identité. Encore une signature et Afoussiata Bamba Lamine est enrôlée pour la couverture maladie universelle. La ministre de la Communication reçoit ici son récépissé en attendant sa carte semi-intelligente. Si vous ne vous faites pas enrôler, pour moi, qui est la première des choses, il est évident que vous n'allez pas pouvoir bénéficier effectivement de tous les droits qui sont attachés à cette carte d'assurance. Vous savez que c'était une exigence du président de la République de pouvoir l'offrir aux populations parce qu'il estime que avoir effectivement accès aux soins est un droit fondamental pour les populations ivoiriennes. Donc c'est pour ça que ce vœu et cette promesse qu'il avait faite pendant la campagne a été donc réalisée aujourd'hui. C'est une réalité concrète. Donc il faut que les populations y croient. La CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, à travers ses kits mobiles, déploie ses hommes sur le terrain afin d'enrôler le maximum d'Ivoiriens quand on sait que 85 à 90% de la population ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Dans sa première année, la CNAM vise à couvrir 17% de la population pour atteindre les 40% d'ici à 2025. Cette opération d'enrôlement va durer entre 6 et 9 mois et elle est gratuite. En bref, un séminaire gouvernemental sur la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans s'est ouvert ce matin. L'objectif de ce séminaire gouvernemental est d'adopter le document stratégique sur la scolarisation obligatoire proposé par le ministère de l'Éducation nationale en réponse à la volonté et à l'engagement du chef de l'État d'instaurer à compter de la rentrée 2015-2016 la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans et nous y reviendrons.
La mutuelle pour le développement économique et social du Folon a décidé de lutter contre la pauvreté et pour le faire, la mutuelle a installé plusieurs sections et mis en place un fonds pour accompagner les femmes et les jeunes dans la réalisation de projets générateurs de revenus. Thérèse Tapeyoboui. Sokoro, Tienko, Goulia, Mahadiana sont les chefs-lieux de sous-préfecture de la région du Folon où la mutuelle pour le développement économique et social du Folon, MADESFO, est désormais installée. Il s'agit pour le président de cette mutuelle de rapprocher la mutuelle des populations de la région pour mieux les assister dans leurs activités. Ibasoro Kadilou Kamara, président de la MADESFO, a profité de l'installation des sections pour faire des dons aux jeunes, aux femmes et à la chefferie traditionnelle des localités visitées. Il leur a expliqué les rôles et les missions d'une mutuelle de développement qui se distingue selon lui des activités politiques. Le président de la mutuelle a annoncé la mise en place d'un fonds pour accompagner les femmes et les jeunes dans leurs projets générateurs de revenus pour lutter contre la pauvreté. Il a invité les cadres et les populations rurales à adhérer massivement à la mutuelle, lieu de fédération des énergies pour lutter contre la pauvreté dans le monde rural. À l'étranger, et c'est en image, la Cour pénale internationale a un nouveau membre, la Palestine. La Palestine veut juger les dirigeants israéliens pour crimes de guerre ou liés à l'occupation. Cette adhésion est un pas de plus dans la confrontation diplomatique et judiciaire engagée en 2014 par la direction palestinienne. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.